Jusqu'à maintenant, le ministère des Finances parlait d'un déficit budgétaire jusqu'à la fin de l'année 2021 de plus 6,5%. Hier, le ministère des Finances a publié une nouvelle prévision disant qu'on va être à 5,5% sans doute en 2021 de déficit budgétaire. Et nous avons le plaisir de recevoir, comme chaque mercredi, fidèle au poste, le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue économique, revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, premier sujet à l'ordre du jour, vous nous annoncez une relativement bonne nouvelle, puisque apparemment le ministère des Finances a annoncé que le déficit budgétaire était moins important, il allait être moins important qu'on ne l'avait prévu auparavant. Oui, en effet. Jusqu'à maintenant, le ministère des Finances parlait d'un déficit budgétaire jusqu'à la fin de l'année 2021 de plus 6,5%. Même la Banque d'Israël, qui avait donné des prévisions plus optimistes, avait parlé de 6%. Hier, le ministère des Finances a publié une nouvelle prévision disant qu'on va être à 5,5% sans doute en 2021 de déficit budgétaire. Il faut comprendre que dans ce déficit budgétaire, il y a à peu près 3% qui est dû à la lutte contre le corona de cette année et de ce qui va se passer encore. Il y a encore 10 milliards de shekels qui a été affecté jusqu'à la fin de l'année, pas aussi pour 2022, pour la lutte contre le corona. Alors, d'abord, bien sûr, c'est très bien, et c'est pour Israël, et ça explique aussi, par exemple, que je pense que les gens ont vu ça, que le shekel a de nouveau de la vigueur, l'euro était pas très loin de 3,70 ce matin, et donc, ça explique aussi ça. Maintenant, il y a même de l'argent, quelqu'un m'a demandé de le dire, pour donner 12 millions de shekels pour les chats des rues. Voilà qu'on a de l'argent pour ça. Maintenant, pourquoi c'est arrivé cette chose-là ? Parce que Israël, la quatrième vague du corona a été dure point de vue du nombre des morts, malheureusement, et des gens qui ont été en maladie grave. Mais l'économie, il n'y a pas eu de séquer, c'est-à-dire il n'y a pas eu vraiment de confinement, et donc l'économie a plus ou moins marché normalement. Ça, c'est une chose qui s'est passée. Une deuxième chose qui s'est passée, c'est que s'est aperçu que beaucoup de gens, des entreprises et des indépendants, ont reçu ce qu'on appelle Ma'ana Corona, c'est-à-dire des aides de l'État pour le Corona, qu'ils ont dû rendre. Et il s'agit de plusieurs centaines de millions de shekels que maintenant, ils rendent ces jours-là de eux-mêmes en disant on voit qu'on a dépassé ça, donc c'est encore une des choses qui explique. Aussi, je pense, les impôts, les recettes de l'État sont plus importantes que prévues, à mon avis, parce que d'abord il y a toujours le rush sur le logement, pas tellement sur les voitures d'ailleurs. J'ai vu, on n'a pas encore les chiffres de septembre, j'ai pas encore vu les chiffres de septembre, mais à mon avis surtout pour les appartements, les impôts, bien entendu qu'on achète des appartements, sont importants, et je crois que c'est ça aussi, et que le reste de l'activité économique qui fait que ce déficit sera moins important que prévu. Maintenant, une dernière chose que je voudrais dire, puisque je vous ai entendu parler de ça dans la revue de presse, que non seulement à cause du rapport du Cour des comptes hier sur la guerre contre le réchauffement climatique, ils ont décidé de mettre 15 milliards de shekels pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que justement, les objectifs d'Israël en cette matière étaient pas assez bonnes et pas assez, shafti entendu en hébreu, pas assez ambitieuses. Pas assez ambitieuse, et donc c'est pour ça que Bennett, qui va d'ailleurs, je crois, prendre les choses même en main de façon lui-même, il va aller à la conférence de Glasgow qui doit lui là-dessus, veut mettre un coup de vitesse là-dessus, et donc il y aura de l'argent aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors maintenant on va parler d'un sujet qui est assez important et qui concerne, on va dire, tous les consommateurs israéliens. L'information, elle est importante. Il s'agit d'une réforme qui va permettre la libéralisation de l'importation de nourriture de l'étranger
la nourriture et des produits de parapharmacie. Alors, quel est l'impact d'une telle décision et pourquoi elle a été prise ? Voilà. D'abord, il faut rappeler qu'il y avait une réforme précédente qui a eu lieu en 2016, qu'on appelait la réforme du cornflakes, qui justement allait aussi dans la volonté de permettre à l'importation de beaucoup plus de produits, une libération des produits qui aurait permis une baisse des prix sur l'ensemble des produits de la nourriture et parapharma. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits ? Pourquoi cette réforme n'a pas marché ? C'est parce qu'il y avait énormément de produits dans la liste, qu'on appelait ça des produits sensibles, dont on donnait au ministère de la Santé la possibilité de dire « moi, je ne veux pas qu'on importe de ça ». Ça, c'était une chose. Et deuxièmement... Donnez-nous des exemples. Voilà, je donnais des exemples d'abord. J'ai vu dans le journal Calcalis, puisque c'est une revue de presse, des exemples de prix énormes de différence entre ces produits et ce qui est en Israël. Par exemple, un 100 grammes de mûres congelées, il coûte dans l'ensemble des pays de CDE 1 shekel 4 et en Israël 5,6. Ah oui. Le dentifrice, je suis proche de ça parce que ma femme est dentiste, c'est 9 shekels en Israël, à l'OCDE, 15 shekels en Israël. Le shampoing de 16 à 20 et les poussettes de bébé, je ne sais pas dans quelle mesure ça sera, de 3 000 à 5 000 shekels. Oui. 3 000 là, ça, oui, effectivement, les poussettes de bébé, c'est un phénomène assez impressionnant. Mais enfin, ça coûte presque aussi cher qu'une voiture. Voilà. Et donc, là, ils ont fait le contraire. Ils ont dit, la plupart des produits, sauf la viande, le lait et les œufs, ne seront pas des produits considérés comme sensibles. Et donc, concrètement... Et aussi, les fruits et légumes, on en avait parlé. Pardon ? Et donc concrètement, on pourra les importer. En disant simplement je suis conforme à la législation européenne. Israël a décidé, il va rester un petit peu une législation israélienne pour. Mais alors ça inclut les fruits et légumes par exemple. Non, j'ai dit non. Pas les fruits et légumes. Les fruits et légumes, on a dit qu'il y a eu un lobby et qui a demandé de voir ça, d'attendre un petit peu puisque ça aurait cassé immédiatement l'agriculture israélienne. Mais la plupart des produits autres, oui. Et ça implique des problèmes de cache-route ou pas ? La réforme de cache-route ça c'est la réforme de cache-route, parce que le fait d'importer des produits qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas des produits frais, on va dire, ça risque peut-être de poser des problèmes de cache-route ou pas ? C'est-à-dire il y a une loi pour l'instant, de ce que je sais que mais elle est que sur la viande ou sur d'autres choses. Il y a une loi qui interdit d'importer certaines choses comme la viande ou d'autres qui seraient pas cachères ou d'importer du porc ou des trucs de ce genre. Mais maintenant, est-ce que je comprends maintenant ce qui va se passer, c'est que les grandes surfaces, est-ce qu'ils vont vendre des produits non cachers? Et dans ce cas-là, s'ils vendent des produits non cachers, le rabbinat enlèvera. Mais ça concerne la réforme de la cache-route et c'est peut-être lié ensemble, je ne sais pas. Je me suis posé la question. On va voir il faudra voir comment ça se passe. Bien entendu, il faut le dire. Ça a été voté. Et encore un point. L'importateur n'aura pas besoin de justifier par un document que le produit qu'il importe est un produit qui est valable dans la législation européenne. Il suffira qu'il le déclare. Oui. C'est-à-dire, c'est très bien. Je pense que ça va faire descendre les prix. Il paraît que les gens du ministère de la Santé étaient là au débat, mais je me pose la question, vu ce qui s'est passé dans le passé, est-ce que, par exemple, je veux pas dire du mal de la Chine, mais il y a beaucoup de produits qui viennent de Chine ou de ces endroits-là que, point de vue santé, ils sont pas extraordinaires. Okay. Et c'est à se demander si, pour justement faire baisser et permettre aux importateurs la main beaucoup plus libre, est-ce que la santé des Israéliens ne va pas s'en prendre un coup à long terme, à moyen ou à long terme? Et ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas ce que le ministère de la Santé a décidé de faire, parce qu'une simple déclaration, qu'est-ce que ça veut dire? Après, le produit est là, et qu'est-ce qu'on va en faire? Il va être vendu, et il faudra voir si on n'a pas sacrifié la santé des Israéliens à cette baisse de prix.
L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Alors, le troisième sujet que vous aviez remarqué dans la revue de la presse économique, il concerne le ministère des Finances qui a l'intention d'investir 110 milliards de shekels dans les infrastructures en Israël. Alors, c'est extrêmement impressionnant. Concrètement, comment ça va se réaliser sur le terrain ? Oui, parce qu'on a bien besoin d'infrastructures en matière de routes. On voit que les routes sont totalement... Et puis on voit que dans tout le pays, on a l'impression de construire. Est-ce que c'est cette somme qui permet tant de construction dans toutes les grandes villes, sur les autoroutes, comme on le voit ? Je vois votre enthousiasme. Oui. Et le ministère des Finances a joué là de ce qu'on appelle... Il a un beau porte-parole. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs. C'est un article dans Calcalis qui n'est pas un journal de droite ou qui voudrait contre le gouvernement, mais qui est un journal qui voulait analyser économiquement ce qui se passe. Et on lui dit, il y a 110 milliards qui sont investis dans 18 projets. Alors il a regardé, dans les 18 projets dont on parle ici, il n'y en a que 6 de nouveaux. Et c'est simplement nous mettre 12 parmi ces projets, c'est le métro à Gush-Dan, c'est beaucoup de projets concernant le tramway et des choses de ce genre, qui sont de toute façon déjà inscrits et faits par les gouvernements précédents. Et bien simplement, on vous donne un ensemble pour les 10 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer. Si en plus de cela, on rentre dans les chiffres et dans les détails, alors moi, d'abord la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a du retard dans ce qui était prévu. Par exemple, ça concerne énormément, je pense à beaucoup les Lamétains qui souffrent sans arrêt des travaux sur le tramway. D'après ce que j'ai vu, il y a déjà un retard de 6 mois à 1 an par rapport à l'appel d'offres qui devait être fait pour faire les différentes lignes qui doivent être faites en Jérusalem. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à Jérusalem qui ne voit pas qu'on a l'intention dans les prochaines années de faire un tramway. Et d'après ce que j'ai vu, moi j'étais moi-même étonné. Beaucoup de ces lignes-là de tramway ne seront terminées, je parle à Jérusalem, qu'en 2028. Donc, il faudra s'armer de patience je pense que les gens n'ont pas pris le conscience que c'est quelque chose d'extrêmement long et de haleine. Qu'est-ce qui est bien aussi, là, il faut le noter, mais c'est aussi des projets, à mon avis, qui ont été déjà faits par l'ancien gouvernement. Il va y avoir des projets pour que l'eau soit douce, adoucir l'eau, aspalat maïm en hébreu, qu'on permet de désaliniser l'eau de la mer. Il va y avoir de nouveau, à Ashlim et à Dimona, il va y avoir de nouveaux entreprises qui vont donner de la désalination de l'eau, et c'est très important. Et également, des choses des projets dans l'énergie renouvelable, où Israël est un peu en retard. Et donc, il faut nuancer les choses. C'est surtout, on a voulu donner une perspective. J'ai vu que Macron a fait la même chose en France. Pour les prochaines années, voilà ce que Israël va faire. Concernant votre remarque sur les routes, alors je l'avais dit la semaine dernière, la ministère des Transports a dit c'est fini les routes. À part les routes qui sont dangereuses, moi j'investis plus dans les routes, je n'investis que dans le transport public pour... justement que les gens arrêtent de prendre la voiture. Et même, il est prévu, ça on en parlera sûrement à partir dans 1 ou 2 ans, que quand on va rentrer à Tel Aviv, on va devoir payer de l'argent, ce qui n'est pas obligatoirement bien pour les gens qui sont obligés de travailler à Tel Aviv et qui habitent dans la périphérie. Problème effectivement extrêmement important, mais on n'y est pas encore. Mais en attendant, effectivement, il y a besoin de beaucoup d'argent pour développer les infrastructures à travers tout le pays. Alors, dernier sujet que vous vouliez aborder ce matin, 2 mesures pour freiner le prix des logements. L'annonce de vente d'appartements à prix réduit, alors certainement pas dans les grandes villes, mais peut-être dans la périphérie, et adoption de réduction d'impôts sur l'investissement du logement locatif de longue durée en Israël. Oui, je voudrais d'abord développer le second point que vous avez donné. Israël est très en retard par rapport au logement locatif de longue durée. Sur les gens qui sont venus de France, on sait ce que c'est les HLM et autres projets qui permettaient aux gens d'avoir des locations de très longue durée, surtout pour les classes défavorisées et moyennes. C'est formidable. Ça permettait aux gens de rester longtemps et de pas obligatoirement investir dans l'achat d'un appartement. Et là, la Commission des finances a adopté une loi qui est une réduction massive des impôts pour l'investissement dans le logement locatif. Ça pourrait être un monsieur qui fait ça, ou bien, souvent ça sera sûrement des entreprises, des investisseurs institutionnels, financiers qui ont énormément d'argent. Ils pourront, s'ils construisent des logements pour locatifs à longue durée de 15 ans, et que au moins 8 ans
sera servi pour la location, alors, quand ils vendront ces appartements après 15 ans, ils n'auront pas une plus-value comme maintenant de 25% à payer, mais de 5 à 11%. Et la location, normalement en Israël, on sait que quand quelqu'un il loue à quelqu'un d'autre, jusqu'à 5 000 shekels, c'est gratuit, mais quand il n'y a pas d'impôt. Mais quand il s'agit de beaucoup d'appartements, il est évident que quelqu'un doit payer des impôts. Mais là, dans ce cas de ces projets-là, ces entreprises qui font ça n'auront à payer des impôts sur les locations qu'ils recevront que de 5 à 11%. Donc c'est une énorme, et c'est à mon avis la première fois que ça s'est fait. Encore une fois, c'est lié au fait que si le budget est adopté, qu'une telle mesure est faite en Israël, et j'espère que ça va entraîner vraiment un mouvement important sur l'investissement dans le logement locatif. Concernant le projet que le ministère de l'Habitat a dit de vendre à prix réduit des appartements, et c'est d'abord aussi dans des villes comme Lod, Haïfa, mais c'est également il a décidé aussi, par exemple, de doubler le nombre des familles qui habitent la vallée du Jourdain. Pour l'instant, il y en a 3 000, et il a dit qu'il veut passer dans les prochaines années à 6 000 familles dans la vallée du Jourdain. Et donc, il faut se féliciter, bien entendu, et voir qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique ce matin, survol hebdomadaire de la presse économique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve mercredi prochain, bien entendu, comme chaque semaine.